Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue. Celui-là, c'est un livre sur l'alchimie. L'auteur, c'est Alain Kéruel. Puis c'est les éditions Errols, je crois. Attends un peu. Oui, Errol. Et celui que j'ai en main, en fait, pour tout vous dire la vérité, m'a été prêté par Liliana. Elle me suggéré quelques livres en fournissant celui-là. Groupe Erol, Eyrolles. L'édition que j'ai en main date de 2013. Voilà. Dans la même case, oui, oh boy, ça fait longtemps. Là, on parle de secondaire 1, secondaire 2, secondaire 1, ouais. Ça fait longtemps. Ouais, 12 13 ans, c'est ça. C'est assez longtemps, disons. Euh, donc voilà, on a l'alchimie ici qu'on va feuilleter. Je ne sais pas si il est bon. On a la table des matières que je vois qu'il y a quand même un peu d'histoire là-dedans. Je ne sais pas si c'est de la pratique. On va le voir. Introduction. On a une belle introduction sur l'alchimie. C'est quoi, qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça fait, puis tout ça. Qu'est-ce que l'alchimie n'est pas ici? Euh, ok, je t'avais demandé si tu avais été dans les cadets. Ah, ou tu avais peut-être, je pense que tu avais donné ta photo, puis je t'avais reconnu. Euh, Ce que l'alchimie n'est pas, c'est quoi? Fait qu'en gros, il y a beaucoup de fantasmes en arrière du mot alchimie. On s'imagine une tonne de choses, mais c'est sûr qu'on associe l'alchimie au fait de fabriquer de l'or, ce que ça n'est pas. C'est pas ça. Les alchimistes transmutent certains métaux, transmutent certaines choses, mais ce n'est pas que ça. C'est une espèce de chimie, mais très, comment je peux dire, avec beaucoup de religion, avec beaucoup de croyances. Je vais le dire comme ça. Allô, Anto! Je suis contente que tu sois là, toi aussi. Anto, t'es pas venu dimanche. Tu m'avais dit que tu serais là, puis t'étais pas là, puis c'était super le fun, le jeu. Je vais continuer dimanche prochain. Euh, c'est ça, je m'attendais à ce que tu viennes, puis t'es pas venu, mais c'est pas grave, on s'est quand même fait du fun, mais j'aurais apprécié que tu viennes dimanche voir un petit peu The Legend of Zelda Minish Cap. C'est quand même, il est quand même le fun. Puis d'ailleurs, moi puis mon fils, on se pratique pour pouvoir continuer à vous battre sur Mario Kart. Ensuite, bon, donc si on est sur un livre de l'alchimie, la transmutation. euh, En gros, c'est la transmutation, c'est genre une petite partie de l'alchimie. C'est vraiment le fait de changer quelque chose, le transformer pour faire autre chose. La pierre philosophale, c'est carrément ça. C'est vraiment la recherche de, pas nécessairement d'une pierre comme on voit dans Harry Potter, mais c'est plus des éléments qui permettent de un, transformer n'importe quel métaux en or et de deux, ben, de pouvoir guérir toutes les maladies. Pour devenir immortel, en fait. C'est quoi l'or pour les alchimistes? En fait, c'est plus. C'est pas l'or en tant que tel qui intéressait. Oui, le chat démon. Lui, là, ça peut. Un chat démon comme ça, là.
Donc, ce que je disais, c'est que les alchimistes ne s'intéressaient pas à l'or en tant que tel. C'est plus le fait d'être capable de transmuer, de transformer un métal considéré comme vil, comme un métal pas vilain, mais un métal pas beau, considéré comme laid et non considéré comme impur, vers un métal qu'il considère pur. Le plomb, par exemple, c'était celui qu'ils utilisaient le plus souvent dans leur manipulation. Donc, il faut surtout, en fait, il faut surtout aussi savoir que c'est pas. Ils cherchaient pas la fortune, pas du tout. C'est juste le fait d'être capable de transformer des métaux qu'ils considéraient comme impurs vers un métal qu'ils considéraient pur. Voilà. On a Pierre Vico qui a vécu au 15e puis 16e siècle. Ecclésiastique, bien sûr, parce que dans ce temps-là, c'était beaucoup, tu sais, comme les moines de l'Église catholique qui travaillaient dans ce genre de pratique-là. Le plomb est très réactif en chimie, donc c'est très facile de le transformer. C'est probablement pour ça qu'ils aimaient bien ça, s'en servir aussi du plomb. Merci, Anto. Lui, Pierre Vico, il disait que l'or, l'argent et l'argent vif vulgaire sont morts, ce que les autres considéraient comme morts, et les nôtres, ceux des alchimistes, sont vifs. C'est à savoir qu'ils opèrent comme une chose vivante. C'est pourquoi ce n'est pas les vulgaires qui sont les nôtres, mais les vifs sont pourtant descendus des morts, car notre or, notre argent et notre argent vif sont tirés de l'or, argent et argent vif vulgaire. Ce que l'on voit tous les jours. En gros, c'est qu'ils transformaient les métaux dits vulgaires vers de quoi de beaucoup plus noble. Voilà. C'est ça. Donc, la conception des métaux pour les alchimistes, là, on parle ici de, pour eux, c'est quoi un métal avec le degré, tout autant l'imperfection à la perfection du métal, comment faire pour vraiment tout purifier. La purification était quand même très importante dans, tu sais, comme pour leur pratique. Je pense que Roger Bacon, c'est un alchimiste du Moyen Âge, qui dit « L'alchimie est la science qui enseigne à préparer une certaine médecine ou élixir, laquelle, étant projetée sur les métaux imparfaits, leur donne la perfection dans le moment même de la projection. » En gros, c'est vraiment le fait de nettoyer, de purifier. Anto, tu dis « Mais s'il est ingéré en solution dans l'eau ou dans un aliment, c'est très toxique, c'est pour ça qu'il faut se protéger. » Oui, le plomb, c'est excessivement toxique. Il y en avait à l'époque dans le maquillage et il y a eu beaucoup d'intoxication au plomb qui rendait fou, me semble. Si ma mémoire est bonne de mes cours d'histoire, là, ça rendait fou. Fait que c'est pour ça que vers la fin de la vie de la personne, ils mettaient justement beaucoup plus de maquillage pour cacher les désastres que le plomb faisait. Et ça, il finissait par virer littéralement dingue. Voilà. Donc, l'alchimie qui n'a rien à voir avec la chimie, parce que l'alchimie, c'était très expérimental, oui. C'était plus pour purifier, changer la matière, mais aussi il y avait une quête spirituelle qu'il y avait là-dedans. Voilà. Bon, c'est quoi l'alchimie? C'est un mouvement ésotérique, bien sûr, comme je le disais. On parle des formes diverses ici d'alchimie. Il y en a quand même plusieurs types. Ça dépend des personnes qu'est-ce qu'ils voulaient trouver dans leur méthode. Euh,
Ça disait il y avait une alchimie dite opérative ou expérimentale. Il y avait l'alchimie spéculative qui était plus orientée sur la métaphysique puis sur la symbolique. Il y en avait-tu d'autres alchimies? Ouais, puis à un moment donné, ça a comme quasiment tout disparu. L'alchimie, ça a été très, très, très discrédité. Mais ça, c'est pas ce qui est écrit ici, là. C'est plus que moi, je me souviens de mes lectures. Puis après, ça l'a, il y a eu une renaissance de l'alchimie au 20e siècle, avec les adeptes qui étaient presque tous des francs-maçons. Ouais, des hauts et des bas. On parle du Moyen Âge de l'alchimie. Là, on est vraiment dans le côté historique, là. La Renaissance en alchimie, encore dans le côté historique. Le 17e siècle, une époque charnière. Ah, discrédité, c'est plus au niveau, il faut que je me souvienne de. Attends un peu, on va peut-être le voir un petit peu plus long. Un petit peu plus loin. Ici, regarde, le siècle des Lumières, la fin de l'alchimie. C'est le rationalisme. Vu l'apparition d'une nouvelle chimie et l'éclosion d'une génération de chimistes assez exceptionnels dans le sillage du fermier général. Je pense que c'est tout le côté ésotérique, étant donné qu'on ne pouvait pas le prouver. Ouais, avec toutes les nouvelles découvertes scientifiques, t'as peu. Non, 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 non. La nouvelle science, la chimie permit de gonfler les ballons de façon industrielle, les vernis devinrent de meilleure qualité, la forme, blablabla. La science moderne était désormais lancée, balayant tout au moins pour un temps l'alchimie. C'est vraiment la science qui a tassé l'alchimie. Anto, tu dis, dans les canalisations, les produits de cosmétiques, parce que ça donnait un teint brillant et blanc. Oui, le blanc, oui. Et protégeait la peau des rayons UV utilisés dans les crèmes solaires, mais le désastre, c'était une intoxication. Oui, c'est ça. C'est vrai, le plomb, c'est assez toxique. Puis la chimie est revenue avec, malgré l'industrialisation, l'alchimie comme reprend un peu l'honneur, mais il me semble que j'avais un livre qui discutait plus. C'est-tu celui-là? Ben, à tort comme de la magie, là, c'est parce qu'il y avait aussi la raison pour laquelle on considère la chimie comme de la magie, c'est parce qu'ils mettaient aussi des croyances, de la philosophie, des croyances religieuses. C'est-tu ici mes connaissances, le grand œuvre? T'as peu. Je pense que c'est ici qu'il en parle un petit peu plus. Euh, non, 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 non. C'est-tu là? Oh, non. Non. C'est pas là, je l'ai lu. Faudrait que je regarde dans mes autres livres, là. Je ferai pas cela, mais il y avait, c'est vraiment juste la science, la chimie, le fait, en gros, c'est de tasser la religion de toutes ces expériences-là, puis ça fait en sorte que il y a aussi
les prestigitateurs, il y a eu beaucoup de faussaires, il y a eu beaucoup de criminels qui disaient faire de l'alchimie, mais ils n'en faisaient pas. Puis là, ça a comme jeté aussi une ombre sur tous les vrais pratiquants et la réputation a commencé à faire... Puis ça l'a pas aidé. 19e siècle, résurgence de l'alchimie. C'est ça ici. Voilà. Résurgence de l'alchimie au 19e siècle. Donc, on parle encore des pratiques. Pourquoi que ma lumière elle flash? Oh, allez go. Euh, donc, tranquillement, pas vite. Hey, ma lumière me tanne. Je sais pas si vous voyez qu'elle shake, là. Non, mais en vrai, si tu connais bien les réactions physiques et chimiques, j'ai beaucoup appris sur la chimie moderne en me plongeant dans les écrits de l'époque pré-industrielle, dans des translations de Chine, de schémas. Ok, tu lisais vraiment toutes les vieilles recherches. Aujourd'hui, c'est assez, je veux pas dire profond, mais c'est assez avancé donc c'est pas un petit peu plus difficile à comprendre quand on commence à prendre un gros livre. À l'époque, qui était vraiment plus dans l'expérimental. Et étant donné on a de la matière de base tu sais, comme de chimie, ça nous aide un peu à comprendre ce qu'ils faisaient parce que c'est un peu ça qu'on voit à l'école. Mais la chimie plus avancée, c'est complexifié pour pas grand-chose. Ouais. En fait, c'est drôle que tu dis ça comme ça parce que euh, dans ma lecture de magie chaotique, ils disent exactement la même chose sur la magie en général. Que la magie en général, c'est complexifié juste pour que les personnes qui la pratiquent puissent mieux se péter les bretelles. J'ai, je leur donne pas tort là-dessus, par contre. Parce qu'il y a beaucoup de principes en magie qui pourraient être beaucoup plus simples, mais il y en a qui aiment ça, rendre ça hyper compliqué juste pour le fait de dire moi je pratique même si c'est compliqué. Il y en a qui aiment ça utiliser des grands mots. Je vais le dire plus comme ça. Je pense que c'est plus poli de le dire comme ça. Je veux pas être impoli envers les pratiquants puis ceux qui aiment ça pratiquer comme ça. Si je veux pas être impoli là, puis j'ai pas voulu être, je veux pas être méchante non plus là. C'est pas mon but. Hum, donc la résurgence de l'alchimie au 19e siècle avec l'industrialisation puis tout ça, on a euh, découvert la radioactivité, on a fait une tonne de découvertes et ça permet aussi tu sais, l'alchimie revient tranquillement, pas vite, pour parler de grandes œuvres, l'idée de transmutation. C'est-tu absurde? Oui, non. Ça a-tu vraiment lieu d'être? Une espèce de retour en arrière à savoir est-ce que ça a vraiment sa place? Est-ce que c'est utile ou pas? Hum, Dater, les pages suivantes, ils veulent dater les débuts du grand œuvre. Oh boy. OK, ici, les origines de l'alchimie. Là, on recule quand même pas mal. On parle des racines du mot alchimie. Ici, les liens avec les origines mystiques de l'alchimie. Évidemment, parce que dans ce temps-là aussi, la religion était très, très, très prenante. Fait que je suppose que c'est pour ça qu'ils ont voulu, quand ils ont voulu étudier, c'est comme si, d'un certain sens, ils étudiaient Dieu en même temps. Mais ça vient de la mythologie, l'Égypte. L'Égypte avait déjà commencé beaucoup à pratiquer l'alchimie. Anto, tu dis, c'est surtout pour que les personnes au pouvoir ne soient pas des personnes qui ne cherchent pas.
pour que les personnes qui utilisent la physique et la chimie ne puissent pas en faire commerce. OK. Tu veux dire pour le fait que ça s'est complexifié? Euh, Ensuite, les alchimistes étaient proscrits à Rome, mais il était interdit de détenir des livres magiques, donc peut-être un peu pour ça, là. Mystème, j'ai manqué un petit bout, on dirait que je n'intègre pas c'est quoi l'alchimie. En gros, c'est le fait de faire les mélanges dans le but de purifier. Je pense qu'on a dessus, on a les racines du mot. Je pense, je sais pas s'ils n'ont pas vraiment dit qu'est-ce que l'alchimie, deux points, là, t'as peu. C'est un mouvement ésotérique qui se questionne sur la création du cosmos, l'origine de l'homme, le souci du futur par rapport à l'univers. C'est plus philosophique, c'est religieux. Essayer de comprendre un peu le monde qui nous entoure et en même temps essayer de trouver, de transformer le monde qui nous entoure pour notre bien, en fait. Euh, nanana. Il y avait plusieurs formes d'alchimie, mais t'en avais, en fait, t'avais la spagyrie, qui est une forme d'alchimie. Là, je te dis pas ça, ce qui est par rapport à là. C'était pas une science. La science est venue après. L'alchimie, c'était des expérimentations scientifiques, on va le dire comme ça, des expérimentations de chimie, parce que eux voulaient toujours purifier. Quand ils prenaient une plante ou quoi que ce soit, ils purifiaient jusqu'à temps que ça ne soit plus purifiable, puis par la suite, ben, ça devenait un remède. La spagyrie, c'est l'art de faire des remèdes, l'art de... J'ai un livre là-dessus. Spagyrie. C'est faire des essences, des teintures, des élixirs, des préparations pour guérir, puis tout, là. Très intéressant d'ailleurs comme livre. Et c'est ça, l'alchimie, eux, c'était surtout pour essayer de... euh, c'était plus une quête spirituelle. Le savoir ne peut pas être accessible à tous parce que ça causerait des crêtes et des gouffres plus importants dans l'évolution des technologies mondiales. Ben, j'aurais tendance à dire que on a chacune spécialité, puis le fait d'avoir une spécialité, ça fait en sorte qu'on peut avancer pas mal plus vite que si on touchait à tout. Euh, Puis pas être accessible à tous, c'est sûr que les toutes nouvelles découvertes, c'est pas tout le monde qui peut comprendre. Tu sais, si t'as pas étudié là-dedans, puis si t'en as pas fait euh, ton champ d'expertise, ben tu peux pas tout à fait comprendre l'impact puis comprendre jusqu'où ça peut t'amener. Ça peut être assez dangereux aussi. On le voit aujourd'hui avec toute la désinformation qui sort sur Internet, autant sur le domaine de la santé, le domaine de tu sais, les théories du complot et tout. On voit que dès qu'on n'a pas toutes les informations, c'est facile d'interpréter. Très facile. Puis, ben, on interprète, c'est pas nécessairement la vérité non plus. Euh, donc, les origines historiques de l'alchimie, ça vient de l'Égypte, bien sûr, de l'Égypte ancienne. Il y a eu beaucoup de travail par rapport à ça euh, qui a été fait en Égypte. On a un petit peu d'histoire ici. C'est quoi l'alchimie grecque? Platon aussi. Euh, Platon, une seconde assez brève sur la pensée de Platon, nous limitant seulement à sa contribution à propos de l'unicité de la matière première, pouvant toutefois se matérialiser sous différentes formes, ce qui n'était pas contradictoire, car cette matière était selon lui indestructible et ainsi capable d'engendrer par détermination scientifique des métaux.
Donc, on est vraiment dans les théories, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, Platon expliqué par Chevreul. Ça dit pionnier de la chimie, des corps gras ainsi que celle des couleurs et des teintures. Il s'intéressa aussi à l'histoire des sciences et à l'alchimie. Ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est des recherches. Pour Platon, il existerait dans l'âme une essence indivisible et une autre divisible corporelle. Ces deux entités étant de nature contraire et devant, pour s'unir, faire appel à une essence intermédiaire résultant de l'union même des contraires. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories là-dedans. Il y avait aussi les astres, les éléments qu'on parlait. On disait l'homme du monde étant expliqué, Platon faisait de même pour les astres ainsi que pour l'homme qui aurait été formé d'un principe immortel, c'est-à-dire l'intelligence, et des quatre éléments. Les éléments pouvaient être assimilés à des états solides pour la terre, liquides pour l'eau, en ont le retour, gazeux pour l'air et éthérés pour le feu. Donc, ils répondaient par l'une de leurs qualités, froid pour la terre et l'eau, humide pour l'eau et l'air. Là, on voit qu'il y a des bases de magie là-dedans, parce que ça, c'est des concepts que j'ai vus sur... c'est comme dans d'autres pratiques. Ah oui, vas-y, saute. Ah, cool. Dans d'autres pratiques t'as peu. T'as peu. Où est-ce que je... Ça, en attends. Je crois que c'était dans ce livre-là que j'avais vu ça. Non. Ou je l'ai peut-être pas en livre. Oh, ici. Non. Presque. Non, ça doit pas être dans ce livre-là. Je pensais que c'était lui, mais c'est pas lui. Oh, mais désolé, il m'a tout sortir mes livres. Ouais, le chat. Aussi te donner une manière éthique de faire une chose, oui. Les conditions à ne pas transgresser pour rester dans l'humanité puis pas tomber dans la folie. Aussi. En fait, chaque étude, chaque métier, chaque religion a toute son éthique. Et c'est dans les premiers cours qu'on étudie selon le métier qu'on étudie. Donc voilà, c'est en gros la terre, elle est froide et sec. L'eau est froide et humide. Humide pour l'eau et l'air. Bon, comme je le disais, l'air, elle est humide et froide, si ma mémoire est bonne. Non, l'air est chaud. Chaud et humide. Sec pour feu et la terre. En tout cas, c'est ça, là. Puis ça, j'ai déjà vu ça dans d'autres principes de la magie aussi, hein. Fait que ça pouvait engendrer des perceptions différentes. Donc, il essayait un peu de comprendre le monde avant qu'on découvre un peu les atomes. Et autant qu'à l'époque, il pensait que justement les quatre éléments, c'était comme ça que l'univers était fait. D'un autre côté, aujourd'hui, on a découvert que c'est pas ça. Donc, quand on parle des éléments en magie aujourd'hui, c'est plus le symbolisme des éléments, plus que du fait qu'on croit que c'est les éléments qui créent, qui façonnent toute chose. Parce que les éléments changent aussi, hein. On a, je pense qu'il y a le métal avec, attends un peu, t'avais l'air est pas dans les religions. Je pense que c'est-tu bouddhique? T'as pas d'air. T'as le bois. Je pense que t'as le bois, la terre, les métaux, le feu, puis l'eau, je crois. Mais je suis pas sûre. Là, j'y vais vraiment de mémoire.
Mais il me semble qu'il n'y a pas d'air dans celui-là, mais il y a le bois puis il y a le métal. Il me semble. Euh... Ok, tu te couches-tu, toi, ou tu viens de me déranger? Ok, il a l'air à se coucher. Euh, Donc, c'est ça, il essayait vraiment de découvrir de mémoire. Non, c'est pas japonais, c'est chinois. C'est chinois. Je crois que j'ai ça. Je l'ai-tu là? J'ai tellement de livres que j'ai lu des choses, puis je me souviens plus où est-ce que je l'ai lu. Je pense que c'est ici. Ça, c'est ma belle-sœur qui m'avait acheté ça. Euh... c'est là. Là, il parle du qui. Ah, regarde ici. On a l'eau, le métal, le bois, le feu, puis la terre. Je suis pas pire, hein? Regarde quand même, de mémoire. C'est ça, c'est chinois. C'est la diffusion thermique. OK, que t'as fait des parallèles. OK. Mais c'est ça, là, c'est vraiment. Là, c'est ça, là, c'est du shiatsu, là, mais. Oui. Oh oui, 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 me semble. Ah, ça se peut-tu que ce soit mon livre sur les espèces de points. Un peu là. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Je sais plus où mettre mes livres que je sors. On va le mettre ici. Je pense que c'est dans celui-là que j'en avais parlé. La Bible des points qui guérissent. Voilà. Euh, c'est ça. Donc, il essayait de chercher c'est quoi, comment était fait le monde. Il y a eu. Puis pourquoi que ça a été beaucoup démonisé par l'Église? C'est parce que pour l'Église, c'est comme un sacrilège d'essayer de comprendre l'œuvre de Dieu parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas être comprise. Puis ben, la magie, c'est le fait de vouloir comprendre, de vouloir chercher et non pas nécessairement de croire en n'importe quoi. C'est un peu de ça. On parle aussi de Aristote aussi qui a fait des recherches liées à l'alchimie, la conception de l'univers chez Aristote. Il y a des écrits qui nous mentionnent un peu comment que lui voyait l'univers, sa perception des métaux. La conclusion de l'alchimie grecque, il y a eu quand même pas mal de recherches qui ont été faites. C'est comme un peu... euh, il y a eu beaucoup de copies, il y a eu beaucoup de... Puis les Grecs s'étaient appropriés aussi l'alchimie. C'est pour ça que Hermès Trismégiste, ça vient, tu sais, comme Hermès pour... c'est eux autres qui ont nommé, c'est pas une personne qui a réellement existé. Hey, attends un peu, toi, avant que tu te plantes, je vais tasser ça. Ah. C'est pas quelqu'un qui a réellement existé, par contre, là. Mais c'est plus, ils ont tout pris ce qui avait été fait sur l'alchimie, puis ils ont mis ça sur son nom. C'est surtout, c'est comme ça qu'on voit les choses. D'accord, Mistem? C'est bon dodo à ta fille? Hum, ensuite, un cap important, les premiers puis deuxième siècles de notre ère, vraiment dans les débuts. Toi, tu dis c'est différent point de vue qui te donne le même résultat en fonction de tes capacités. Ben, en fait, la conception du monde, c'est un point de vue étant donné que personne n'a la vérité. On interprète les choses d'une certaine façon, on le visualise d'une certaine façon jusqu'à temps que les recherches nous prouvent le contraire. Et là, ben, la vue change. Et là, les croyances changent. Autant qu'il y a des personnes qui croient que la Terre est plate, qu'il y a des personnes qui la Terre. Quoique là-dessus, on a pas mal une preuve photographique. Mais puis aussi la logique, hein. Si toutes les planètes sont rondes, je ne verrais pas pourquoi que nous autres, on ne le serait pas. Mais c'est vraiment la conception de l'univers, c'est plus une façon qu'on le voit. C'est sûr que c'est difficile de tout voir, là. Ouais, c'est ça, non, le fait que la Terre est ronde, c'est pas une croyance, là.
Pas qu'il y en a qui rendent ça là-dessus. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah boy. Bon, ça fait. Le chat fait des dégâts. Les premiers et deuxième, pardon, et troisième siècle de notre ère, euh, il y a des papyrus, il y a des écrits qui se sont promenés. Il y en avait aussi que ça s'est développé en Chine également, parce que oui, il y a eu l'alchimie en Chine. Je parle pas de croyance parce que c'est pas mon domaine, j'ai pas étudié ça. Tu parles d'alchimie, de chimie ou de d'autres choses? De quoi tu parles, Anto? Euh, Ici, regarde, M. Berthelot, il a écrit que les Chinois étaient capables de transmuer l'étain en argent, puis l'argent en or. Mais d'autres, ils ont-tu vraiment réussi ou pas? Ça, on le sait pas. C'est peut-être juste des oui-dire aussi qui se sont faites, là. Je parle de science et d'alchimie. Ouais. Ben, je m'y connais plus en science qu'en alchimie. L'alchimie, c'est vraiment selon les lectures que j'ai faites. Il y a beaucoup de calculs astrologiques dans l'alchimie, quand on sait très bien que la science a beaucoup de la misère avec l'astrologie. La science le régurgitait pas mal, mais c'est même encore là, en science, tout est une question de théorie. Les trous noirs ont été une supposition jusqu'à temps qu'on ait la preuve. Et la preuve, on l'a eu, je pense, en 2022 ou en 2023, où est-ce qu'on a eu la première photo d'un vrai trou noir. On supposait qu'il était là, parce que selon les calculs mathématiques, ça devait être là. Mais même encore là, tant que c'est pas prouvé hors de tout doute, mis à part les calculs mathématiques, ben, on le sait pas. Ça reste que c'est pas nécessairement une croyance, c'est plus une façon de voir les choses jusqu'à temps qu'on ait des nouveaux éléments qu'on n'avait pas. Hum, il y a eu de la chimie en Inde aussi, comme que ça disait ici. Hum, voilà, des sources religieuses. Une petite controverse. hum, ouais, entre un libre penseur et franc-maçon contre un catholique convaincu. Des fois, ça fait des flamèches un petit peu. On a toujours de la misère à savoir d'où vient le début de l'alchimie. Il en parle un petit peu ici. Pour en terminer avec les généralités sur l'alchimie, donc on a un peu une espèce de conclusion à l'introduction. On va le dire comme ça. Euh, En gros, on ne sait pas trop où est-ce que ça devient, parce que la question demeure, ça a été copié et recopié. Il y a aussi, je ne sais pas si c'est écrit ici, là, mais il y a eu le feu dans la grande bibliothèque d'Alexandrie ils ont dû perdre beaucoup, beaucoup de documents, ce qui était triste. L'art hermétique. Tu disais, l'étain, c'est facile à transformer son apparence, mais pas sa nature atomique, alors qu'on peut changer un matériau de façon atomique, mais c'est très difficile et plus poussé que les produits utilisés dans les livres d'alchimie. Oui, c'est ça, faire des espèces d'expériences simples de laboratoire, contrairement à être capable de vraiment essayer de changer un métal en un autre. C'est c'est pas, tu sais, quand on a découvert, tu sais, comme les atomes en tant que tels, c'est là qu'on se rend compte que transformer un métal en un autre, c'est pas mal plus compliqué qu'on peut penser, hein. Mais ça, rendu là, je peux pas m'avancer là-dessus, je suis pas vraiment connaissante à ce niveau-là. Euh, voilà, donc ici, on a la fin de l'introduction. Et l'alchimie au Moyen Âge. J'ai l'impression qu'on est encore dans l'histoire. On dirait que c'est une espèce de livre historique et non pas un livre pratique d'alchimie. L'alchimie au Moyen Âge.
On parle du grand œuvre, l'art hermétique en Occident. OK, l'alchimie arabe. Il y a eu quand même de l'alchimie un petit peu partout, là. Euh, les débuts, ça disait que tous les spécialistes s'accordent à croire qu'il ne parvient en Occident à cette époque qu'à partir des pays arabes en passant par l'Espagne et en atteignant les régions latines. C'est pour ça, parce que en fait, les Arabes et l'Espagne ont une histoire assez mouvementée. Même si tu connais les produits soignants de la pharmacopée, oui et non. En fait, moi, mon travail, c'est justement de mélanger des produits pour faire des crèmes, des gouttes ou des produits injectables, mais on n'étudie pas vraiment la chimie de la chose, comment ça fonctionne. Je suis retournée aux études et les cours qui me restent à faire, c'est des cours de biologie puis de pharmacologie. Je vais peut-être en voir là, je vous tiendrai au courant. Je vais peut-être avoir plus de détails rendus là. Mes cours de pharmaco, je devrais en théorie le faire l'été puis l'automne prochain. En théorie. Euh, Tant que j'ai pas la confirmation de tout ça, là, je sais que je commence mon premier cours de bio dans 2 semaines, 1 semaine et demie. Mais je vais vous tenir au courant. Je sais que les pharmaciens ont une formation de plus, mais à savoir être capable de transformer quelque chose, je ne suis pas certain. La majorité des médicaments, ça a été pris de la nature. Ça a été pris des plantes, ça a été pris de ce qu'on a découvert dans la nature. Il y a quelques médicaments qui ont été manipulés, mais là, vraiment, on tombe dans la chimie, là. C'est ça. Mais la pharmacologie, ça, je suis pas encore rentrée dans ce cours-là, puis j'ai excessivement hâte. Parce que mon travail actuel, de mon métier actuel, non pas celui que je suis en train d'étudier, c'est vraiment le fait de préparer les médicaments, de savoir comment les préparer de façon évidemment propre et stérile, avec toutes les normes et tout. Ça, c'est vraiment ma job de base. Mais là, je vais comme mon nouveau métier, ça va être comme être entre l'assistant technique en pharmacie et le pharmacien. Il va comme être entre les deux. Et c'est ça que je suis en train. Je monte d'une coche. C'est un tout nouveau métier, puis j'ai super hâte. Et là, c'est ça. C'est pour ça que je suis un petit peu moins là, janvier, février, parce que j'ai 2 gros cours que je vais faire en même temps, puis je suis pas sûre que je vais avoir le temps de tout faire ça. Hum, D'ailleurs, il y a plein de jeux intéressants. Il faut que je finisse Tears of the Kingdom. Et Dead Breeze m'a envoyé il y a Cult of the Lamb qui va avoir un DLC gratuit. Et là, faut absolument que je continue Cult of the Lamb. OK, parce que j'ai eu des cours en plomberie pour avoir tous les produits toxiques, réactions entre éléments chimiques qui produisent des toxines et les éléments stables. Oui, nous, ce qu'on voit surtout, c'est des produits qui sont, par exemple, en fait, on voit les contaminants pour éviter qu'on fasse une préparation avec des contaminants pour rendre malade le patient. On regarde aussi, bon, les différentes maladies, comment ça se transmet. On regarde aussi certains produits chimiques, mais pas chimiques comme toxiques. Nous, c'est plus comme, par exemple, la chimiothérapie, tout ça. Oui, une mise à jour de Cult of the Lamb, j'ai hâte. Mais c'est ça, c'est plus pour la chimiothérapie pour les traitements de cancer, étant donné que c'est nous qu'on les manipule, c'est nous qui les préparons, parce que une personne a un traitement pour un cancer, les médecins font une recette, tout dépendant le type de cancer qu'elle a, puis comment que c'est étendu. Ils remettent la recette à la pharmacie et nous, on fabrique la recette. Donc, on fait un soluté avec tous les produits nécessaires pour qu'il y ait tant de pourcents de telle chose, tant de pourcents de telle chose. On fait les calculs, on va tout prélever, on va tout injecter ça dans le soluté, ensuite,
On nettoie bien comme il faut pour pas qu'il y ait de résidus cytotoxiques sur le sac, pour pas que ça sorte en dehors de la hotte stérile non plus. Et par la suite, ben, on va livrer ça directement au patient le jour même pour qu'il reçoive son traitement de chimiothérapie. C'est nous qu'on fait ça, là, tout habillé en gros uniforme avec le masque, le casque, les gants, la double paire de gants dans les cas de chimiothérapie pour qu'on puisse préparer les médicaments, autant les antibiotiques, autant, peu importe le type de soluté, l'alimentation parentérale. Quand une personne ne peut pas s'alimenter normalement puis qu'elle a besoin de ses vitamines, ses minéraux, ben ça aussi, c'est une recette puis que c'est nous qui les préparons. Je parle de nous, les assistants techniques, là. Les techniciens, eux, vont superviser tout ça. Fait que je vais avoir une job plus de... aussi une job clinique, mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir ça. Mais il y a quand même... Si plusieurs éléments et les produits de recette, certains ne doivent pas être faits dans le désordre parce que les réactifs ne sont pas les mêmes. En fait, non, il y a des produits qui ne doivent pas être mélangés ensemble. Comme par exemple, quand il faut diluer une poudre pour un certain antibiotique ou un certain produit, bien, des fois, il y en a qui disent qu'il faut absolument que ça soit de l'eau stérile et non pas du NaCl parce que ça réagit mal avec le NaCl. C'est qu'il devient... le liquide, comme il y a des précipités qui se font ou que ça se conserve moins longtemps ou ça se conserve pas du tout dans certains cas. Il y en a même qui réagissent avec le plastique. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend par cœur, c'est quelque chose que, en fait, on apprend surtout à, quand tu as un nouveau produit que tu connais pas, tu prends la monographie, l'espèce de mode d'emploi, puis l'explication de c'est quoi le produit, et tu le lis au complet. C'est surtout ça qui nous montre, avec toutes les normes pour faire attention, puis tout ça. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. En fait, quand que j'ai fait mon cours au départ, il fallait qu'on apprenne, sais-tu, 800-900 médicaments, puis je les ai pas tous appris, là. C'est 8, il a fallu que j'apprenne, bon, le nom générique, le nom commercial, à quoi ça sert, c'est quoi sa classe, certains médicaments les plus dangereux, il fallait que j'apprenne aussi dans quelle teneur qui existe. Par exemple, tout le levothyroxine pour la glande thyroïde, bien, vu qu'il y en a beaucoup puis que c'est quand même assez dangereux, le coumadin aussi pour éclaircir le sang, vu il y a beaucoup de teneurs puis que c'est dangereux, il ne faut surtout pas se tromper, il fallait apprendre aussi les couleurs des comprimés. Avec les fondamentales, ouais, ben en fait, on fait juste un survol, mais c'est plus pour la sécurité. C'est ce qu'il montre à tout le monde. Mais non, on n'a pas les produits toxiques en tant que tels, on les manipule pas tant que ça. Nous, c'est plus des produits cytotoxiques que là, ça, on fait on fait de la vérification, là. Mais c'est ça, c'est faire attention quand il y a un dégât, qu'est-ce qu'on fait, puis c'est la grosse affaire. Pour en revenir à nos moutons, qui est l'alchimie. On parle ici du début de l'alchimie arabe. En gros, le fait, tous les documents qui ont été traduits, transmis, qui ont voyagé partout en Europe et que par la suite, ça a été retraduit dans les langues européennes, c'est-à-dire l'espagnol, le français, l'anglais. On parle le Liber Sacerdotum puis la Mappei Clavicula. C'est quoi ça, leur traduction? Alors, est-ce que c'est écrit? Je me le demande. C'est des ouvrages où est-ce qu'ils parlent, qui donnent des explications comme la fabrication infaillible de l'or. Je suis pas sûre que c'était si infaillible que ça, parce qu'on s'en souviendrait aujourd'hui. Ça parle des métalliques, les métaux, soleil et or. En gros, ça faisait comme des associations. Souvent, les recettes en alchimie, c'était comme codé. Quand on voulait parler d'or, on disait souvent, bon, un peu de soleil et ainsi de suite. Là, ça permettait d'éviter que monsieur, madame, tout le monde puisse reproduire les expérimentations des alchimistes.
Non, non, non. La table d'émeraude. Ça dit, cet écrit fut considéré par beaucoup comme le premier texte alchimique du Moyen Âge. Pourtant, il y en a beaucoup qui s'interrogent encore aujourd'hui sur la véracité de ce texte-là. Ouais. Voilà. Ensuite, on parle, bon, les remarques générales sur la table d'émeraude, c'est quoi? On dit que la table d'émeraude, elle a été extraite d'un traité secret sur la création des êtres. On ne l'a pas daté. On dit que c'est Hermès Trismégiste qui l'aurait écrit, mais étant une personne qui n'a jamais existé, ça a plus été l'auteur qu'on a donné quand on ne savait pas c'était qui l'auteur. On ne sait pas vraiment d'où est-ce que ça devient non plus, là. Et ça se pourrait aussi que ça soit un faux. Euh, bon, on a une analyse du texte. Quand même, t'as peu, ça dit que nous retrouvons là un alchimiste intermédiaire entre les hommes et les dieux, tel qu'il apparaissait comme fondateur de la race des géants. Ah. L'adepte est là pour établir la liaison en apportant la connaissance. OK. Mais en tout cas, la table d'émeraude est quand même assez connue, puis aussi, elle est considérée comme l'un des phares de la tradition hermétiste. Puis elle était quand même très populaire dans l'islam. Carbone, mais pas N, mais N, azote. Moi, je me demandais qu'est-ce que c'était quoi le M. Le N, oui, ça me dit de quoi? Oxygène puis hydrogène. Je me souviens qu'on l'a vu dans tu sais, dans des espèces de cours sur la santé sécurité au travail, mais c'est pas de quoi que je vois dans mes cours, là. C'est plus la chimie en tant que telle, quand on fait des recherches sur les médicaments, puis que là, on commence à faire des manipulations. Moi, je ne fais pas ça dans mon domaine, là. Moi, je fais plus de la préparation sur des choses qui ont déjà été testées, qui ont déjà été mélangées, puis tout. Rebonjour, mes STEM. Bon retour. Les successeurs d'Omeyyade, j'espère que je le dis comme il faut. Il y a Djaber, souvent cité sous le nom latin de Geber, Geber. C'est un personnage t'as peu, là. L'homme est d'origine dissabéenne, blablabla. Donc, en gros, on parle de Djaber. La pensée djabirienne, comment que ça l'a influé aussi l'alchimie un peu. Tu exécutes les recettes plus que tu les rédiges. Oui et non. En gros, moi, mon travail, c'est oui, je prépare des recettes. Oui, il y a de la recherche, mais nous, on fait plus en gros, on nous remet des recettes, on fait les recettes qu'on nous remet et il y a de la recherche qui est faite liée à ça. On n'invente rien. Nous, on fait absolument rien, on n'est pas chimiste, on n'invente rien. Par contre, rédiger des recettes, oui, on en rédige. Par contre, tout ce qu'on rédige doit être validé par un pharmacien et aussi par la monographie du fabricant. Parce que le fabricant du médicament a quand même une certaine responsabilité et c'est lui qui dicte ça doit être mélangé avec telle chose puis telle chose. Si on veut faire un mélange qui n'existe pas sur le marché avec plusieurs crèmes, en fait, notre travail, c'est de vérifier si le mélange a déjà été fait, si c'est le mélange, pardon, est stable ensemble et que, tu sais, si stable, c'est-à-dire que euh, le- les deux produits pharmaceutiques ne vont pas s'annuler ensemble ou ne fera pas en sorte que ça va devenir toxique. Mais on ne fait pas d'expérimentation, là. Tu sais, il y a des protocoles de recherche, mais on ne fait pas d'expérimentation où est-ce que nous, on mélange des trucs et qu'on l'essaie. Ça, c'est pas notre travail.
Nous, on est plus... en fait, mon travail actuel, c'est qu'on me donne une recette puis je l'accomplis. Le travail que je vais faire, c'est que je vais diriger plus, justement, la production, là, à la place du pharmacien. C'est comme le pharmacien qui nous donne une partie de son travail. La validation par les pairs et les écrits interdits. Ouais. Oui, c'est ça. Puis, il y a beaucoup de mélanges que... tu sais, il y a des protocoles de recherche qui se font, mais là, c'est pas les pharmaciens sont mêlés au protocole de recherche autant que les techniciens, mais c'est pas nous autres qui décident de qu'est-ce qu'on essaye, qu'est-ce qu'on mélange, puis tout ça, là. Dis-moi pas que tu fais des tests secrets sur nos patients. Non, je fais pas ça, moi. Mais des fois, quand on a des fous rires à mon travail, on dit qu'ils utilisent la ventilation pour faire des tests de médicaments. Puis là, on trouve ça encore plus drôle, puis on rit encore plus. Ah, des fois, on part des délires. Ah là là. Mais on a nos cartes, nous. Hein? On n'est pas hospitalisé, on a nos cartes. On a nos cartes d'employés. Ceci dit, là, on s'écarte un peu du sujet, mais non en même temps, étant donné qu'on parle d'expérimentation. Complément sur l'alchimie avec Jabber. L'auteur parlait de Mercure, parle de, en fait, c'est, attends un peu. Il y a deux sortes de Mercure. Attends un peu. Allô? Oui? Ah, mais là, il arrive 8h30. Et puis dans 20 minutes, tu t'en vas faire dodo? Promis? Sans que je te le dise? Vas-y. Ah. Désolée pour cette interruption. C'est Fiston qui est venu me demander la permission pour avoir quelque chose. Puis au moins pour une fois, il me l'a demandé la permission. Des fois, je découvre qu'il l'a pris. En tout cas. Ce que je disais, bon. Oui, tu sais, des fois, après mon stream, je monte, puis ah ouais, tu t'es pris un coke. Je pensais que tu n'avais pas le droit. Ah ouais, puis t'as mangé des chips en plus. Tu m'as pas demandé la permission. Puis au moins, il est venu me demander la permission. L'avoir un coke. Puis s'il te plaît, j'ai fait toutes mes tâches. Non, c'est correct d'abord. Une fois de temps en temps, rarement. Il va avoir 12 ans bientôt. Je trouve totalement dans le sujet les poisons et la modification atomique des réactifs. Et tout ça, c'est pas les mêmes, mais c'est proche. Ben, en fait, c'est de la transformation, c'est de la chimie, puis les poisons, il y en a beaucoup qui ont été créés pendant ce temps-là aussi, là. La modification atomique des réactifs, ben, reste que ça vient des essais aussi. Ouais. OK, oui, c'est ça, je t'ai rendu ici. Il y a deux sortes de mercure selon Jabber. L'oriental étant l'esprit parfois aussi dénommé soufre rouge. Donc, le mercure oriental, on l'appelait soufre rouge en raison de son caractère chaud et sec, d'après certains, tandis que son homologue occidental correspondait à l'âme et était appelé eau divine, qui n'avait pour objet que de traiter l'autre mercure. OK. En tout cas, on parle ici des opinions diverses sur Jabber. C'est qu'est-ce que certaines personnes pensent de ce fameux Jabber-là. Razès, qui est né à Téhéran, c'est un médecin réputé, philosophe. Il a voyagé beaucoup, il a dirigé les hôpitaux et tout ça. Il y a beaucoup d'alchimistes qui étaient médecins, hein. Il était totalement en opposition avec Jabber.
Donc, on parle de conclusion de l'Égypte et de la Grèce. Allô, Laïcie, allô, je suis contente que tu te joignes à nous, toi aussi. On discute d'alchimie, on discute de mélange, de transformation, de pharmacie un peu. On discute un peu de tout. Chapitre 2, l'alchimie en Occident. Le syndrome des dieux, c'est pas nouveau, les médecins, ouais, ouais, ouais. Quoi que j'ai connu un pharmacien aussi qu'il y avait comment je peux dire, il n'y avait pas le syndrome des dieux, il y avait plus je dirais, t'as peu, c'est des fois on l'appelait le gnome parce il était quand même court sur pattes, puis disons, des fois on l'appelait en fait, là je sais que c'est ce que je vais dire, c'est plus du folklore que d'autres choses, mais on l'appelait, qu'il avait le syndrome de, c'est-tu Napoléon? Pour dire qu'il était court sur pattes, mais il fallait absolument qu'il dirige tout. Et lui, dans sa tête, il y avait, tu sais, il y avait nous autres, il y avait Dieu, puis lui, il était au-dessus. Et il était exceptionnel, puis pourtant, il était pharmacien. Là. Mais tu sais, même encore là, même s'il avait été premier ministre, ça veut pas dire que tu es plus exceptionnel, là, mais en tout cas. Ça, des fois, il y a des personnes, plus qu'ils sont petits, plus que. Tu sais, ben en fait, non, on disait c'est le syndrome du chihuahua. Plus qu'ils sont petits, plus qu'ils en prennent large. Oui, je vais très bien là ici. Merci beaucoup. Anto, tu dis la permission est très subjectif, je trouve. Si tu interdis tout, c'est pas bon. Si tu laisses, c'est pas bon. Il faut faire au bon moment, observer et être sur le qui-vive tout le temps. Pour moi, mais si tu observes que le savoir est intégré, pas besoin d'y revenir, alors que si le savoir était compris ou mal compris, il faut répéter. En fait, c'est pas une question de mal compris. C'est une question de je veux avoir un Coke. Ma mère veut pas parce qu'elle a dit que c'est pas bon pour les enfants à cause de la caféine puis de la quantité de sucre. Euh, une fois de temps en temps, dans des occasions exceptionnelles, maman me permet d'en avoir un, mais c'est vraiment exceptionnel. Puis moi, je suis pas une buveuse de coke. Puis là, ben, j'en ai trouvé sans sucre et sans caféine. Fait que, tu sais, c'est. Hein, quand il te le pointe du doigt à l'épicerie pour dire regarde, maman, regarde, il y en a du coke sans caféine puis sans sucre. Puis là, tu te dis t'as peu, c'est quel autre argument que je pourrais sortir? Donc, ils sont assez intelligents hein, aujourd'hui. Et là, ben là, j'ai dit dans les rares occasions pour te féliciter. Et là, c'est vrai, il a tout fait ses tâches. C'est vrai, il s'est lavé. C'est vrai que il est prêt à aller se coucher. Puis il voulait juste une petite gâterie. Fait que j'avais dit que s'il demandait la permission, s'il ne demandait pas la permission, j'allais plus jamais en racheter. Puis s'il demandait la permission, ben on verra là. Oui, gaz carbonique aussi, quoique j'ai une machine à liqueur où est-ce que je fais une soda stream, là, où est-ce qu'on fait du Sprite. Le Sprite me dérange moins, mais c'est plutôt rare qu'on en boit, là. C'est pas bon, celui des boissons. Ouais, ben moi, je fabrique mon Sprite, mais c'est rare que j'en bois. C'est très rare. C'est quand même plutôt rare. Je suis plus à l'eau puis au thé glacé. C'est plus ça. Ça, c'est dit. OK. Là, on était dans la chimie occidentale. OK. La chimie en Occident. Là, il parle là-dedans les alchimistes les plus illustres. Il parle d'Albert Legrand, Raymond Lulle, Roger Bacon, Arnaud de Villeneuve. Il doit en avoir d'autres aussi, mais ça, c'est ceux qui ont nommé. Concepts fondamentaux des alchimistes. Qu'est-ce qu'ils croyaient là-dedans? Les idées émises par Albert Legrand. À date, j'aime ce livre-là parce que, justement, ces auteurs-là, on en parle dans les autres livres que j'ai, mais sans aller vraiment en profondeur pour dire c'est quoi ces grandes idées, qu'est-ce que le monde passait, ce qui passait moins, ce que les autres auteurs étaient en opposition avec. J'aime ce concept-là de ce livre-là.
Donc, on a les idées émises par Albert Legrand. On a une espèce de petit... je ne sais pas si c'est un extrait ou un peu une bibliographie. Une biographie, pardon, avec un peu de détails de ce qu'il a fait, de ce qu'il a étudié, de ce qui l'intéressait, puis c'est quoi ses idées majoritaires. Euh, L'alchimie chez Roger Bacon ou Roger Bacon, je ne sais pas trop comment que je pense que c'est un. C'est-tu un anglais? Mais en tout cas, donc, on a un peu c'est quoi l'alchimie pour lui, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a produit, parce qu'ici on dit parmi sa production, il y a 5 œuvres majeures, l'opus majus, l'opus minus, l'opus tertium, puis un quatrième ouvrage assez douteux quand il ne subsistait que quelques traces. Et enfin un compendium theologicae. OK, il est origine anglaise, fait que c'est vraiment Roger Bacon. Il y a eu vraiment comme ses idées puis ses écrits. Les idées de Raymond Lull, même chose. Les travaux d'Arnaud de Villeneuve, avec ses informations. Anto, tu dis, j'ai totalement arrêté les sodas. Je ne sais pas si c'est le sucre, la caféine, l'aspartame ou le gaz carbonique qui me fait des crises de démangeaison, mais ça va mieux depuis que j'ai arrêté. Ouais, ben, je sais que l'aspartame, c'est pas si bon que ça. La caféine, c'est tout dépendant. Le sucre, il y a beaucoup, beaucoup de sucre hein, dans les boissons gazeuses. Et j'aime ma SodaStream, ma machine à liqueur pour cette raison-là. C'est que la quantité de sirop que tu mets dans ton eau gazéifiée, tu mets la quantité de gaz que tu veux et tu mets la quantité de sirop que tu veux. Donc, si tu veux le faire très faible, très peu sucré, ben on peut. Puis j'aime cette option-là. Euh, Rebonjour Dolphocéane. Rebonjour. Bon retour. Je suis contente de tout vous avoir ce soir. C'est le fun quand il y a de l'action. Ou le cocktail qui faisait une explosion dans mon corps. Peut-être. Tu sais, des fois, il y a certaines personnes que le gaz carbonique, ça fait pas, que ça donne des ballonnements. Il y en a d'autres que, tu sais, des intolérances, il y en a beaucoup. Il y en a que intolérance à l'aspartame ou intolérance à certains produits qu'il y a dans. Il n'y a pas juste ces produits-là non plus dans les liqueurs, il y en a d'autres. C'est peut-être beaucoup de choses. C'est probablement beaucoup de choses. Je sais que la caféine, c'est difficile à digérer. Puis quand on a quelques petits problèmes avec au niveau intestinal, ben, il faut essayer d'éviter sa consommation de caféine. Comme le chocolat. Comme pas mal de choses. Bon, on a Arnaud de Villeneuve. On a Basile Valentin, c'en est un autre. Et on dit, a-t-il vraiment existé? Sous ce patronyme se cachaient peut-être plusieurs personnages. Des fois, pour éviter d'être excommunié par l'Église, il y a beaucoup de personnes qui utilisaient des pseudonymes. Test allergique quand j'étais petit, mais pas de résultat. Ouais, mais entre une allergie et une intolérance, c'est pas pareil. Une intolérance ne sera pas détectée dans les tests d'allergie, mais ton corps réagit à ça. Tu peux faire des boutons, tu sais, mais tu feras pas une grosse crise allergique où est-ce que tu peux t'étouffer puis mourir, là. Une allergie, c'est mortel, tandis qu'une intolérance, tu vas juste mal filer. Tu te sentiras juste pas bien. Il y a vraiment juste, c'est la différence entre les deux. Puis il y en a beaucoup qui disent, je sais pas, mais par exemple, moi je suis allergique voyons, j'ai juste allergique au pain, mais au gluten, je suis allergique au gluten. Non, on est intolérant au gluten. Si tu es allergique au gluten puis que tu en manges, tu as des risques d'en mourir. La différence est là. Il faut absolument prendre une épinéphrine puis se ramasser à l'hôpital puis être sous traitement parce que c'est dangereux pour ta vie. Tandis qu'une intolérance, tu te sens vraiment pas bien, tu te sens tout croche, tu as des ballonnements, tu as plein de, euh,
de symptômes, mais ta vie n'est pas en danger. C'est la différence entre les deux. Mais tu es peut-être juste intolérant à quelque chose. Surtout si c'est des allergies, ça fonctionne par cycle. Normalement, quand tu commences à être allergique à quelque chose, puis plus que tu en manges, tu n'es pas supposé de réagir toujours de la même façon. La réaction peut augmenter jusqu'à devenir une grosse réaction allergique dangereuse. Mais sachant très bien, par exemple, moi j'ai un côlon irritable et je sais ce que je dois pas manger, puis il y a des choses que ça me donne des crampes au ventre. Puis il y a certaines choses que je peux manger, mais à une certaine quantité. Et on apprend avec le temps, on essaie des choses, on n'essaie pas des choses. Ben, on essaie d'autres choses et on prend note pour savoir qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui passe pas. Il faut se connaître soi-même. C'est comme ça que j'ai appris que j'adore les bananes, mais il faut que j'en mange le moins possible. Euh, Continuons le livre. Bernard de Trévise, ou Trévis, ou en tout cas, dit le Trévisan, qui a vécu de 1406 à 1490. C'est un aristocrate. Parce que lui, j'avais pas vu son nom. Ça me dit rien. Mais en tout cas, on a un peu ce qu'il pense. On a des alchimistes inclassables, comme Nicolas Flamel, Jacques Coeur, qui ont absolument rien de commun sur les recherches des autres. On a la description aussi de Nicolas Flamel. En gros, l'homme a existé, mais est-ce que c'était vraiment un alchimiste? On ne le sait pas. En fait, lui, il a dit qu'il avait découvert ça, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On ne le sait pas. Jacques Coeur. Ça aussi, je le connais pas tant. L'argentier du roi Charles VII. OK. Le traité d'Artéphius. Donc, c'est une œuvre qui est une synthèse du savoir des adeptes du Moyen Âge sur les sciences dites occultes. La création de la matière selon Artéphius et ses principaux concepts. Je vais juste lire quelques exemples. L'élément feu s'unit avec l'élément air à partie égale, donnant comme résultat le corps de l'âme corporelle. L'élément eau, en s'unissant avec l'âme corporelle, produit le corps de l'esprit corporel. L'élément terre, en s'unissant avec le corps de l'esprit corporel, produit le corps corporel du corps. OK. C'est assez spécial. C'est assez spécial. Une théorie globale de la génération. Donc, une espèce de... il y a comme les thèses là-dedans, puis avec ces hypothèses. La génération des animaux. Artéphius envisageait que le subtil de la plante, ingurgité par l'animal, était divisé en deux parties. La première, faite de froidure et d'humidité de l'eau, en s'unissant à part égale de chaleur et d'humidité appartenant à l'animal, produisait la matière de son âme, qui est appelée par Artéphius, nature d'égalité. Tandis que la seconde montait au cerveau puis engendrait la nature de son intelligence composée de lumière et d'obscurité. Et boy! Cette lumière, permettant en outre de chasser le diable du corps, réfléchie de la partie des ténèbres au cœur, l'illuminait. Si l'animal se tenait debout, l'intelligence était partout répartie au lieu d'être concentrée et latente dans le corps. Et boy! On voit que ça n'a pas tenu, ça n'a pas fait long feu, hein, cette théorie-là. Anto, tu dis, c'est chiant d'avoir une peau de vieillard à cause d'un médicament en crème qui s'est trompé dans la personne et a donné un médicament avec une concentration pour adulte au lieu d'une concentration pour bébé. Ouais.
C'est sûr, ça dépend c'est quoi le médicament, là. Mais toutes les la cortisone, ça a tendance à ça brise la peau, en fait, ça l'amincit. Faut quand on en met, faut pas en mettre trop longtemps. Parce que ça donne justement des impressions comme ça, là, mais c'est triste. C'est triste pour toi. Mais des erreurs, ça, il y en a tout le temps. Mais d'habitude, la personne qui a fait l'erreur doit légalement, elle doit être informée pour que l'erreur ne se reproduise plus. En tout cas, j'espère qu'elle l'a été. Mais moi, je parle au Québec. Je sais pas en Europe. Je connais pas vos normes en Europe. Sauf que moi, il a fallu que je les apprenne pas mal par cœur ici au Québec parce que je vais comme avec mon nouveau travail, je vais avoir la responsabilité. Cortisone, pas de personne inquiétée pour moi. Ah ouais. Ah, tu sais, c'était de la cortisone. C'est sûr que plus que la cortisone, c'est élevé en pourcentage, plus que ça vient pas bon, là. Eh boy. Ah, c'est triste, ça. Euh, bon, la composition du corps de l'homme, on va passer par-dessus ça. Un peu. Le sang chaud et humide de la nature de l'air, la bile chaude et sèche de la nature du feu, le phlegme froid et humide comme l'eau, la mélancolie froide et sèche de la nature de la terre. Oh boy! Les différentes humeurs. Oh boy. OK. L'acronyme vitriol. Oh, attends un peu, c'est quoi ça? Il y a eu des travaux sur la déstructuration de la matière. Ah, comment toute la matière a été séparée. Les travaux démarrés au printemps est informé des trois signes suivants, Bélier, Taureau, Gémeaux, qui étaient à rapprocher successivement de la calcination, étape où la matière était pulvérisée, puis de la congélation, appelée aussi coagulation, où la matière est alors réduite à l'état de cendre, et enfin de la fixation, qui était la cuisson de la dite matière pour tester sa résistance au feu. Oh boy. On a tout quand même des bons détails, là. Là, tu dis, et maintenant, dès que j'ai l'odeur de la cortisone, je suis malade physiquement alors que c'était quand j'étais bébé. J'ai pas de souvenir, mais mon corps s'en souvient. Ouais. Ouais, ça se peut, ça. Une seconde demi-année de régénération, une interprétation chrétienne, bien sûr. Ça dit que la fameuse expression vitriol avec des points, acronyme de l'expression latine Visita interiorae terrae rectificando invenis occultum lapidem, qui se traduit par Visite les parties intérieures de la terre, par rectification, tu trouveras la pierre cachée. OK. Ah, d'accord. Et là, ensuite, on a la conclusion. C'est la période la plus resplendissante de l'alchimie, comme qu'ils écrivent ici. Eh bien, l'alchimie à la Renaissance. Ouh! Paracelse, le grand alchimiste de la Renaissance. C'est sûr qu'il est assez connu, celui-là. Là, ici, t'es bien installé au chaud. Mémoire cellulaire. Je sais pas si on peut utiliser ce terme dans le contexte. Mais ça se peut. Ou des fois, c'est une mémoire, tu sais, une mémoire qu'on se souvient plus, mais que justement, notre cerveau se souvient comme une espèce d'autoprotection. Ça se peut. Euh, donc, les temps forts de la vie de Paracels, on a un petit peu la vie de Paracels, ses conceptions, sa conception du monde, son raisonnement philosophique, euh, les trois principes ternaires, l'apparition de l'homme, sa contribution à l'alchimie, l'alcaès, la palingénésie, des plantes à l'homme, la théorie de l'homonculi.
refermer pendant 40 jours dans un alambic la liqueur spermatique d'homme. Bien. Qu'elle s'y purifie jusqu'à ce qu'elle commence à vivre et à se mouvoir. C'est parce que de base, l'espèce de liqueur spermatique d'homme, ça bouge déjà, mais on ne le voit pas. Après ce temps, il apparaîtra une forme semblable à celle d'un homme, mais transparente et presque sans substance. Si après ça, on nourrit tous les jours ce jeune produit prudemment et soigneusement avec du sang humain et qu'on le conserve pendant 40 semaines à une chaleur constamment égale à celle du ventre d'un cheval, ce produit devient un vrai et vivant enfant comme celui qui est né de la femme, mais seulement beaucoup plus petit, car si quelques-uns de ces homoncules arrivent jusqu'à l'âge viril, ils deviennent ou des géants ou des pygmées, et ces hommes prodigieux qui sont les instruments des grandes actions, qui remportent sur leurs ennemis des victoires signalées et qui pénètrent le secret des choses les plus cachées. C'est que l'or leur ayant donné la vie, l'or leur donne aussi le corps, la chair et les os. Oh boy! On s'entend-tu que ça marche pas de même pantoute, là? Hi! C'est peut-être aussi une image, là. Hein? Ses mérites, un précurseur en chimie, les études sur les maladies et la conclusion sur Paracels. Ouais, mécanisme de défense post-trauma du corps, c'est ça. Mon conjoint faisait des crises de foie avant quand il sentait le chocolat car a trop senti quand il travaillait en France avec son père, ouais. J'espère que tu as pardonné quelque part puis ça te cause pas de tort aujourd'hui. Ouais, garder une rancœur, ça donne absolument rien. Tu te nuis plus que d'autres choses. J'espère que de toute façon, si tes yeux brillent, personne ne voit la peau de vieillard, comme tu dis. Chapitre 4, l'influence de Paracels sur les autres alchimistes à la Renaissance. Donc, on a les disciples. Van Helmont, qu'est-ce qu'il a fait avec son alchimie? Des constatations simples mais efficaces sur le feu, des erreurs grossières sur l'air, des remarques pertinentes sur l'eau, une médecine approximative, évidemment, parce que c'était comme la médecine n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Les disciples critiques de Paracels, c'est ceux qui avaient beaucoup de critiques là-dessus. Hein. Libavius, le point de vue de Thomas Campanella. On a les opposants, Bernard Palissy, Francis Bacon, une approche relativement négative de l'alchimie, les contradictions, d'autres figures de l'alchimie, Zacher et le grand œuvre, donc c'est Denis ou Denis Zacher, sa contribution au grand œuvre, Jean d'Espagnet, conclusion des alchimistes dans la Renaissance. Et là, on tombe dans l'alchimie au 17e siècle. On va peut-être avoir plus de détails aussi, comment que l'alchimie a... c'est le déclin de l'alchimie puis tout. Là. C'est pour ça que je suis très honnête avec les personnes que j'ai rencontrées en itinérance et je leur disais que c'était pas contre eux. Je leur expliquais et ils me laissaient tranquille parce que une personne qui est sous cortisone, sur l'odeur de la cortisone et l'habitat. Ah, OK. Et l'habitat, les murs sont imprégnés aussi. Ouais. OK. C'est spécial que tu sois sensible à ce point-là. C'est assez spécial. J'ai toujours une injustice, mais j'y peux rien. Ouais, mais aujourd'hui, il faut juste que tu l'acceptes, puis tu grandisses là-dedans. Ça sert à rien de garder une frustration liée à ça. Là. L'alchimie au temps de Rodolphe II. Le règne de Rodolphe II, on s'entend-tu que c'est probablement un roi? Oui, c'est un roi de France.
Un peu, là. En France? C'est un monarque qui est considéré comme un protecteur de l'alchimie. Accédant au trône impérial en 1576, il décède en janvier 1612 après avoir été dépossédé quelques mois auparavant. Oh, c'est triste. Mm. Un souverain à part, un esthète, un passionné d'alchimie. Prague, lieu de résidence de l'élite de l'alchimie. La paire Seton Sandivogius. Donc, on a Alexandre Seton ou Seton. L'association Di Pikele. Di, c'est John Dee qu'on a ici. La Rose-Croix, c'est quand même un gros mouvement qui existe encore aujourd'hui. Et les idées rosicruciennes, d'ailleurs, il y a certaines de leurs idées qui devraient moderniser tant qu'à moi, mais ça, c'est mon opinion personnelle. J'ai grandi avec ça. J'ai pas de frustration, mais c'est ma vie. J'ai plus jalousie face aux autres qui apprennent que la vie est difficile à 30 ans. Ah, ben, moi, il y en a qui ont eu des enfances plus faciles, disons. Ouais, tu sais, en fait, c'est une expérience que tu devrais te libérer. Lâcher prise un peu pour dire que oui, j'ai ça, mais tu peux plus rien en faire aujourd'hui. Puis de fait de toujours repenser à ah ben tu sais, si ça n'était pas arrivé ou c'est à cause d'eux autres que maintenant je suis comme ça. Maintenant t'es comme ça, puis développe, tu sais, épanouis-toi avec ça. J'ai tellement trouvé ça drôle. J'ai eu, là, je vais te faire une traduction libre de ce que j'avais vu. J'ai tellement trouvé ça drôle. Il y a une image de Darth Vader. Ça dit voici Anakin Skywalker. C'est comme aussi nommé Darth Vader. Il était un esclave en tant qu'enfant. Il n'a jamais rencontré son père et il a perdu sa mère, sa femme, ses enfants, ses jambes et son bras. Il a été brûlé par la lave à 95% de son corps et il a besoin d'un respirateur artificiel pour lui permettre de continuer à vivre. Malgré tout, il a conquis la galaxie. Toi, c'est quoi ton excuse? Je trouve ça drôle parce qu'en gros, ça nous donne pas mal un coup de pied dans le cul. Hum. Ben, tu mets de la crème 3 fois par jour. Plus qu'on vieillit, plus qu'il faut en mettre de la crème. On n'a pas le choix. Ah là là. Je peux dire, moi, quand j'étais ado, j'ai fait des cadets de l'armée et j'ai porté l'espèce de gros xylophone sur le dos, puis j'avais une mauvaise posture. Personne ne me l'a jamais dit que j'avais une mauvaise posture. Et aujourd'hui, j'ai un mal de dos constant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à cause de ça. Oui, j'ai mal de dos. Oui, je prends des médicaments pour mon mal de dos. Mais par contre, malgré qu'à tous les jours, je prends des médicaments pour ça, euh, je suis pas, tu sais, faut pas être frustré pour dire, hey, là, c'est à cause de ça, puis c'est à cause de ci, puis c'est à cause de ça. Non. On le prend, on continue. En fait, ouais, les xylophones. Ben, c'est les xylophones, c'est les cadets de l'armée, là, on les avait sur des espèces de gros racks sur nos épaules, là. Puis c'était un grand, 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 grand xylophone. Je jouais ça dans les cadets, là. Une espèce de. euh, euh, je disais, oui, c'est ça, la Rose-Croix. Bon, Christian Rosenkreutz, c'est un Allemand. Jean-Valentin Andréae, c'est les origines, OK, d'autres origines possibles des Rose-Croix. Les partisans de la Rose-Croix. Michel Maillard.
Robert Flood, Les adversaires. Conclusion. De l'alchimie à la chimie. Voilà, on y est, on y est. Un bouillonnement intellectuel. En gros, il y a eu beaucoup de développement et il y a d'autres érudits qui se sont comme loin de l'alchimie, comme le père Marin Mersenne ou encore Jean Rey, qui a eu peu de rapport avec l'art hermétique, mais que eux, ils ont vraiment plus fait des recherches d'ordre métaphysique, scientifique, puis et tout, là. Le père Marais Mersenne, avec sa biographie. Un polémiste, probablement qui disait qu'il n'aimait pas l'alchimie. Ouais. La vérité des sciences. Ouais, c'est à peu près ça. Sceptique. Une correspondance fructueuse avec Van Helmont, puis ouais, c'est ça. Ils ont discuté ensemble, puis ça l'a mené pas mal de choses. La pensée mécaniste. Quoi, c'est une pensée mécaniste? Leurs propos n'étaient pas anodins car le but poursuivi était de combattre l'alchimie. Pour cela, il leur était nécessaire d'ouvrir largement cette dernière au plus grand nombre, d'où la constitution de cercles dont le plus connu fut celui d'Hartlib. Samuel Hartlib. Il y a eu un but du cercle. Les compétences en alchimie demandées pour intégrer le cercle, mon Dieu. La disparition progressive du cercle. Un grand savant, Robert Boyle. L'œuvre scientifique de Boyle. Avec l'alchimie, retour sur la palingénésie, la transmutation, Isaac Newton, évidemment. Bon, bonjour Diego. Tu fais là. Bon, Isaac Newton, les métaux restaient des éléments composés. Les expérimentations de Newton, l'antimoine, les espoirs placés dans les régules d'antimoine. Qu'est-ce que tu fais là? Non, couche-toi là. Couche-toi, Doudou. Couche, hey. La poursuite des travaux de Newton sur les régules d'antimoine. C'est quoi une régule d'antimoine? L'antimoine actuel est fort différent de celui admis au 17e siècle. Ce composé était confondu avec son propre minerai, la stibine, qui était en réalité du sulfure d'antimoine dont il fallait éliminer les impuretés. À l'époque, la méthode la plus fréquemment employée était de chauffer avec du charbon. Le régule, t'as peu. Mélange d'antimoine, de tarte et de salpêtre raffiné. Ce régule pouvait être combiné aux métaux et divers régules métalliques avec le fer, cuivre, plomb, argent. OK, c'est ça un régule. La poursuite des travaux de Newton sur les régules d'antimoine, comme je disais tantôt. La conclusion. Oups, Diego. Tasse-toi, tasse tes fesses. Tasse tes fesses. Couche. 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 L'alchimie du 18e siècle à nos jours. Voilà. Oh, bon chat d'amour. Oui. Les phlogistiques et les alchimistes. Logistique. C'est avec la chaux. Le phlogistique de Stahl devait s'imposer devant les trois quarts du 18e siècle avant d'être déboulonné par la théorie de Lavoisier.
Donc, Stahl, il était professeur de médecine à l'université de Halle. Hey, va pas sur mon ordi, toi. Pour ça que quand j'ai su, il me semble que ça m'a donné le but de comprendre les toxiques et les quantités significatives de chaque aliment qui devient mortel pour le corps. Mais regarde, ça, c'est un intérêt positif à ce qui t'est arrivé. Puis avec ça, ben, ça te permet ben, de un, de mieux comprendre, et de deux, ben, tu sais, si admettons que ça devient un métier, je ne sais pas si ça en est devenu un, ben, ça permet de faire, tu sais, comme plus de recherches, ou ça te permet d'aider le monde, justement, à ce que ce genre d'accident-là, très, très, très malheureux, se reproduise. Euh, Joachim Bécher, Bécher et l'alchimie. Euh, une synthèse sur les travaux de Bécher, philosophie et phlogistique. Application aux métaux. Considération sur le feu. Il se présente sous deux états différents, soit l'état de combinaison, soit l'état libre. Tous les corps renferment en eux le principe de combustibilité. Leur combinaison avec le feu les rend combustibles. Et ce feu ainsi fixé ou combiné fut appelé phlogistique au 18e siècle. Or, ce principe insaisissable à l'état de combinaison ne devient appréciable qu'au moment où il quitte ses liens et se dégage d'un corps quelconque. Il reprend alors ses propriétés ordinaires et constitue le feu proprement dit, accompagné de lumière et de chaleur. Oh, c'est spécial un peu, ça. En tout cas. Le phlogistique existait-il? Justement, on se le demande. Ça l'a clairement teinté tes intérêts, ta curiosité. Oui, clairement. Mm. Les expériences de Lavoisier. Lui, je me souviens de l'avoir vu dans mes cours de sciences physiques puis de chimie. Euh, avec toutes ces expérimentations, les travaux de Pierre Bayen, la réfutation du phlogistique. On comprend un petit peu pourquoi avec ce qu'on a lu un petit peu sur le feu. Et la conclusion. Et par la suite, on tombe sur la résurrection de l'alchimie. Parce que là, on a plus tombé dans l'alchimie puis la réfutation des thèses alchimiques. Dans le sillage de Lavoisier, la suite du 19e siècle allait constituer l'apogée du progrès scientifique et des bienfaits de l'industrialisation. L'alchimie vacilla et eut du mal à passer le cap de la période 1800-1850. Puis de grands esprits entreprirent de raconter son histoire. Chevreul et Berthelot, que nous avons croisés bien des fois, y consacrèrent plusieurs années de leur vie. Le grand œuvre effectua son retour dans le dernier quart du 19e siècle. Donc, on a des nouveaux adeptes à la fin du 19e siècle. On a Ciliani, Albert Poisson, Pierre Dujol de Valois, Fulcanelli. Ah, c'est un pseudonyme. Ah, c'est vraiment un pseudonyme, Fulcanelli. Il y a son œuvre, tout du moins. Voyons. Du moins, il y a son œuvre. On a le contexte de l'écriture du mystère des cathédrales. OK, c'est un œuvre qui a écrit. La genèse du texte, les demeures philosophales. Eugène Cancelier. On en est un autre. Oh, il est mort en 1982. On approche d'aujourd'hui, là. D'autres adeptes du 20e siècle. André Allo, qui écrit La dent minérale, je crois. Oui. Il y a quand même une grosse bibliographie, hein, bibliographie imposante. Euh, Roger Caro, qui amène une certaine modernité.
Euh, une constance néanmoins. Caro, en revenant à la matière première qu'il appelait Dragon Rouge, ok, pas le livre, mais la matière, restait tout aussi nébuleux, parlant d'un minerai d'origine, voyons, originaire d'Espagne ou de Chine. Il insistait sur les techniques du broyage et de la purification. Les seules précisions apportées étaient qu'il devait être exempt de silice et le plus cristallin possible, mais qu'il était sensible à la lumière. Quant au sel, dénommé feu secret, c'est ça, il y a vraiment, chaque matière avait un code. Euh, la conclusion, Carl Gustav Jung, psychanalyse et alchimie. Transcendance à l'alchimie, c'est un chercheur. Son apport à la science, l'apport à la science. Sur le plan opératif, les métaux ne sont pas nécessairement des entités univalentes. La physique nucléaire a décomposé pas mal des choses. On a compris beaucoup de choses avec l'atome et tout ça. Là. Oh, on a les annexes. Tapuanto, tu dis, mon but est plus informatif que sécuritaire parce que j'ai une expérience que tu as beau rattraper les personnes qui font des erreurs, elles continuent de faire la même erreur, alors que si tu donnes la responsabilité à la personne, elle peut apprendre de son erreur. Ben, en fait, en Europe, je ne le sais pas, mais si au Québec, quand il y a une erreur, tout est noté, tout est écrit, la personne est rencontrée pour qu'on s'assure que l'erreur ne se reproduise pas. Par contre, si l'erreur se reproduit, là, la personne, ça sera pas poursuivie et tout, mais elle pourrait perdre son emploi, puis pour avoir une note là, comme quoi que il faudrait plus qu'elle fasse de préparation parce que certaines personnes qui en sont dangereux. Mais comme tout est suivi, c'est noté, puis ce genre de choses-là, faut faire quand même très attention. Là. Et on a des tests, probablement que vous aussi, là, mais quand on fait des préparations stériles, on a des tests de bout de doigt, puis une fois par année, la préparation qu'on fait est testée pour s'assurer qu'elle est pure, qu'elle est exempte de contamination. Pour éviter que, pour éviter que, justement, comme nos mains, comme nos gants, soit contaminé du médicament et que le médicament soit contaminé par d'autres choses que nous, on a pu apporter. Et si on échoue ce test-là, on n'a pas le droit de faire des préparations. C'est quand même assez sévère, mais c'est pour la sécurité du patient, puis c'est très, très, très important, la sécurité. Euh, là, on parle des transmutations. OK. Hey, descends. Toing. Il doit y avoir des autres professionnels en France aussi, probablement. Quand tu es professionnel, tu as une imputabilité quand même. Oui, mais ici au Québec, si moi je fais une erreur, c'est l'ordre des pharmaciens qui prennent, qui prennent la responsabilité. C'est pas moi. C'est ça, moi, même si je fais des erreurs, je ne serai pas personnellement responsable. Mais là, ce qui pourrait arriver, c'est que je pourrais perdre mon emploi parce que je deviens dangereuse. On me déplace pour me mettre dans un endroit où est-ce que je fais aucune préparation. Je suis pas dans l'ordre, mais je suis protégée par l'ordre. Puis je sais qu'avec les nouveaux techniciens qui viennent, euh, on pense qu'on va avoir un ordre, mais on sait encore, étant donné que présentement, il n'y a aucun technicien en pharmacie qui existe, on ne sait pas ce que ça va faire encore. Les premiers finissants du cégep sortent en mai prochain. Ça protège le public, l'ordre, pas les professionnels. Ouais, ouais. Mais l'ordre, après, peut t'enlever la possibilité de. L'ordre peut radier un pharmacien. Là, peut dire tu n'as plus le droit de pratiquer la pharmacie. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire pour les assistants techniques ou les techniciens. Ça, les techniciens, je ne sais pas encore. Les assistants techniques, je ne sais pas, à part mettre de la pression pour qu'ils ne puissent plus jamais refaire des productions, mais je ne sais pas si. Je ne sais pas. Mais le but, c'est vraiment de protéger le public, oui.
Deux transmutations au 17e siècle. Il y a deux manipulations qui demeurent assez suspectes. L'une fut exécutée dans la première moitié du siècle, tandis que la seconde eut lieu en 1666. Celle de 1618 a eu le témoin Val Helmont. OK. On suppose qu'il y a eu une supercherie rendue là. Il prétend avoir vu la pierre philosophale. Il dit qu'elle avait la couleur du safran en poudre et elle était lourde et brillante comme le verre en morceaux. Ah, c'est peut-être de là que vient l'image de la pierre philosophale dans Harry Potter. Mais Van Helmont ne fit aucun commerce avec le grand œuvre et refusa obstinément tous les honneurs qui lui furent proposés. La seconde se serait déroulée dans les derniers jours de 1666 chez le dénommé Helvétius, de son vrai nom Jean-Frédéric Schweitzer, qui était le médecin du prince d'Orange. Spinoza ajouta que qu'Helvétius lui avait montré l'or obtenu et le creusait, mais ça prouve néanmoins la vérité de l'opération. OK, c'est transformé. Il donne pas plus de détails que ça. Un alchimiste au 18e siècle, Cagliostro. Oh, il a pratiqué la cristallomancie. C'est les boules de cristal. Ouais. Et une transmutation au 20e siècle. On sait comment qu'eux autres ils disent que le grand œuvre aurait été fait, c'est-à-dire la pierre philosophale, mais ça a-tu vraiment été fait? Je suis pas sûre que ça. On a un glossaire pour savoir si vous ne savez pas, par exemple, l'alcaès, c'est un dissolvant universel. Coupellation, opération consistant à séparer les métaux des sulfures métalliques. Quand on parle de dragon qui se mord la queue comme l'Ouroboros, qui incarne l'unité de la matière, tout comme la sphère. L'œuf philosophique ou matras, vase en verre à col long. Voilà. La bibliographie, si vous avez envie d'avoir plus de détails, d'informations sur l'alchimie. Un index, si on veut faire des recherches. Toujours pratique. Les notes, des fois, il y a des petites notes en bas de page, donc sont toutes regroupées ici. Une table des matières plus en profondeur. Et d'autres dans d'autres livres là, plus ou moins reliés. Et voilà. Donc, c'est l'alchimie des éditions Erol, c'est ça, hein? Ça peut. Groupe Erol, écrit par Alain Kéruel. En fait, j'aime beaucoup ce livre-là parce que ben, c'est très, très, très historique. Hein? Il n'y a pas de pratique du tout, du tout. C'est très, très, très historique. C'est vraiment l'histoire de l'alchimie, mais très en profondeur, plus en profondeur même que moi, les livres que j'ai chez moi. Je le trouve vraiment très intéressant. C'est plus, ça titille ma curiosité, je vais le dire. Ça titille vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ma curiosité parce que là, on parle de tous les joueurs vraiment dans l'alchimie, tous ceux qui ont apporté une contribution quelconque, que ce soit pour la bonifier, la faire grandir, que pour essayer de la discréditer. C'est vraiment un livre que moi je considère très, 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 très intéressant. Mais c'est pas de la pratique de l'alchimie, c'est vraiment même encore là, la théorie, c'est très survolé. C'est surtout au niveau historique. Qui a découvert quoi? Vraiment, en fait, moi, je l'aime bien. Très intéressant. C'est vraiment au niveau historique, plus que d'autres choses. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du livre?
au travers de notre discussion, qu'est-ce que vous avez pensé du livre? Est-ce que c'est le genre de choses qui vous intéresse, qui est plus historique, ou vous préférez plus ce qui est pratique? Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!